Bonjour à tous, excusez ces quelques minutes de retard. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un certain nombre de résultats sur l'histoire que nous avons acquis à Nancy et au CRPG en particulier sur l'histoire de l'érosion de l'Himalaya. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une synthèse de quelques travaux et d'observations qui ont été faites. J'ai écrit entre moins 5000 mètres et plus 5000 mètres. Tout simplement parce que nous allons regarder ou comparer ce qui se passe en Himalaya, dans la chaîne la plus haute du monde, ici, en Inde, au Népal et au Bangladesh, avec ce qui est transféré par l'érosion des chaînes de montagne, le transport des rivières, et ce qui est accumulé dans cet immense bassin sédimentaire, le plus grand bassin sédimentaire de la planète, la baie du Bengale, où s'accumulent les sédiments de l'érosion de l'Himalaya et où on peut aller les rechercher, les forer, et les examiner pour reconstituer l'histoire de l'érosion de l'Himalaya. Donc, moins 5000 mètres, c'est l'échantillon le plus profond dont je dispose. Plus 5000, c'est à peu près le plus élevé également dont je dispose dans ce type d'étude. Alors, peut-être juste avant de commencer, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question brûlante à un moment donné. On a un petit peu de temps, donc c'est plus agréable si vous avez des questions tout de suite. Donc ça ne posera pas de problème pour travailler une question à un moment donné s'il y a quelque chose que vous ne suivez pas. Alors, ce travail, ou les travaux que je vais vous présenter s'étalent sur une bonne vingtaine d'années. Ils ont été réalisés pour la plupart à travers des projets internationaux faisant intervenir à la fois des Français, des Américains, des Anglais, des gens d'Inde, du Népal, du Bangladesh. Et en particulier, dans ces travaux, il y aura plus particulièrement les travaux de 4 thésards ou anciens thésards de l'école de géologie, issus de l'école de géologie, Albert Galli, Valier Galli, Guillaume Morin et Martin Lübker, qui ont fait leur thèse au CRPG et qui ont fait des travaux extrêmement importants dans ce domaine et qui sont toujours des chercheurs qui travaillent dans la poursuite de ces travaux, qui sont impliqués encore aujourd'hui sur le système himalayen. Alors, regardez un système d'érosion, ben c'est ce qu'on appelle une approche source to sink en anglais, où on va comparer ce qui se situe à la source, dans la chaîne de montagne ou dans les bassins d'alimentation, et on va regarder des échantillons, on va étudier des processus dans le bassin source et regarder sink, le puits, là où les sédiments sont accumulés. Et de cette manière, on peut, avec une bonne dose d'actualisme, c'est-à-dire de considérer que ce qu'on observe à l'heure actuelle est valable pour le passé, on peut interpréter les sédiments qui sont accumulés dans le cône du Bengale, donc dans ce bassin sédimentaire. Donc une petite introduction pour vous donner un peu les motivations de ce genre de recherche. On travaille sur l'érosion de l'Himalaya et sur l'Himalaya essentiellement pour comprendre, en tout cas du point de vue des gens de mon style, ce que sont les interactions entre le climat et la tectonique. Alors, c'est quelque chose d'assez classique. Bon, vous connaissez tous l'histoire de la convergence de l'Inde et de l'Asie, qui a permis de créer la chaîne himalayenne, c'est la dérive des continents, qui crée une chaîne de montagnes par collision entre deux masses continentales. Associée à cette collision, il y a la création d'une barrière majeure orographique qui va, je ne sais pas si vous voyez non, vous ne voyez pas la petite flèche, ce qui fait que je n'ai pas de pointeur. Il n'y a pas de pointeur. Il n'y a pas de pointeur. Donc, il faut que
vous imaginiez. Donc la chaîne himalayenne représente une barrière orographique majeure pour les circulations atmosphériques. Et ces circulations atmosphériques vont se bloquer sur la chaîne himalayenne et faire en sorte que les masses nuageuses vont précipiter sur le flanc sud himalayen. Et c'est ce qu'on appelle ce système climatique, qui est un système très important à l'échelle de la planète, s'appelle la mousson indienne en particulier, font que sur le flanc himalayen vont se déverser à peu près 1 à 5 mètres de précipitations par an. C'est-à-dire qu'il pleut encore beaucoup plus sur les flancs himalayens qu'à Nancy. C'est possible. Et ça se passe là-bas sur à peu près 3 mois, hein, de juillet à septembre, où ces précipitations sont enregistrées. Ces précipitations vont faciliter des processus d'érosion et de transport sédimentaire. Ils vont éroder à la surface de la chaîne des quantités considérables de matériel à travers différents processus d'érosion, de glissement de terrain, de glaciers, etc. On va avoir de cette façon à peu près 1 milliard de tonnes de sédiments qui vont être retirés de la chaîne chaque année. 1 milliard de tonnes, c'est assez considérable, on reviendra là-dessus. Ça représente typiquement dans les zones en plus forte érosion quelque chose comme 2 à 10 mm d'érosion par an. Ce décapage permet également de maintenir la surrection de la chaîne et probablement d'entretenir le développement d'une rampe tectonique ici au pied de la haute chaîne, qui est également un phénomène très important qui va conditionner un certain nombre de choses dans le développement de la tectonique, la présence de tremblements de terre, etc. Ce transfert sédimentaire va ensuite se poursuivre et s'accumuler dans un bassin océanique. Donc on a ici un système où la tectonique influence le climat et également où le climat, par son action... ça ne marche pas. Voilà. Ah ben ça ne tient pas, il y a un petit problème. Mais on a une espèce de loupe de rétroaction qui font que le climat aussi, par son action sur l'érosion, va modifier le style tectonique de la chaîne, va permettre en particulier que cette chaîne soit extrêmement étroite, extrêmement continue, et permettre un rebond isostatique, donc, et maintenir une élévation extrêmement élevée de la chaîne pendant des millions et des millions d'années. Alors, ce petit schéma est ici pour vous montrer l'action orographique de la chaîne himalayenne sur les circulations atmosphériques et en particulier reconnu comme le mécanisme principal qui enclenche le développement des moussons asiatiques. Et ceci est lié au fait de créer une boucle de convection inverse de l'atmosphère sur l'océan Indien et sur le continent indien, permettant d'atteindre une sorte d'isolation de l'atmosphère dans cette zone et qui va engendrer toutes ces précipitations extrêmement importantes. Joue également un rôle très important dans ce domaine la présence du plateau tibétain au nord de l'Himalaya à très haute altitude avec des zones d'albédo très forts en été qui permettent également de favoriser cette advection au niveau tropical de l'atmosphère. Alors la mousson, c'est un processus extrêmement important dans notre système parce que vous avez ici une vision des vents et des circulations atmosphériques de mousson au mois de juillet de cette année, du reste.
Et vous voyez typiquement que vous avez, depuis la mer d'Arabie et puis de la baie du Bengale, le transfert de quantités très importantes de masses nuageuses qui vont aller précipiter sur le Bangladesh et puis sur le flanc himalayen. Ceci entraîne le développement ou maintient le développement de glaciers malgré une position tropicale. Donc on a des glaciers très importants développés en Himalaya et qui se maintiennent. Ils se maintiennent malgré le réchauffement climatique et ils permettent d'entretenir un système d'érosion physique très actif. Les moussons sont également très importantes comme phénomène déclencheur des glissements de terrain en Himalaya. Ce que vous avez ici, on y reviendra. Et puis sur le transport sédimentaire qui va convoyer les sédiments depuis les flancs himalayens jusqu'au delta du Bangladesh que vous avez ici et qui vont favoriser ces flux de transfert. Le deuxième grand processus d'interaction climat et tectonique sur lequel on travaille quand on étudie l'Himalaya à grande échelle de temps, c'est l'influence que peut avoir le développement d'une chaîne de montagne sur le cycle du carbone. Alors on parle ici d'un cycle du carbone long, comparé au cycle du carbone que vous connaissez tous. Vous savez que l'activité anthropique consomme du CO2, consomme du carbone puisé dans les réservoirs sédimentaires sous forme de charbon et de pétrole et brûle ce carbone et relâche ce carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2, gaz à effet de serre, qui réchauffe le climat. À l'inverse, une chaîne de montagne, le développement d'une chaîne de montagne va jouer sur des temps extrêmement longs sur le cycle du carbone et agit comme un des régulateurs principaux du cycle du carbone à long terme à travers deux processus principaux. L'un qui est représenté ici ou schématisé sur ces réactions d'altération des roches silicatées, où on voit qu'on utilise du CO2 de l'atmosphère pour dissoudre un minéral silicaté un peu théorique ici, c'est AiCO3, qui va se transférer sous forme dissoute dans une rivière, sous forme d'alcalinité, HCO3-, bicarbonate et calcium dissous. Et ceci, transféré dans les océans, va pouvoir précipiter sous forme de carbonate de calcium. Cette réaction est la principale réaction qui régule le cycle du carbone naturel à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que 70% du CO2 qui arrive à la surface de la Terre, principalement dans les systèmes naturels par le dégazage volcanique, 70% de ce CO2 va retourner dans un réservoir sédimentaire sous forme de carbonate de calcium. Ce sont les formations calcaires des bassins sédimentaires. 30% vont aller via le sous-cycle organique du carbone. Le CO2 de l'atmosphère, via la photosynthèse, se transforme en matière organique. Et une partie infime de ce carbone organique va être entraînée dans les réservoirs sédimentaires et s'accumuler également dans le réservoir sédimentaire et prélever du CO2 dans l'atmosphère pour stabiliser la concentration en CO2 de l'atmosphère. C'est ce qui va donner, dans les cas les plus spectaculaires, le charbon ou les réservoirs pétroliers, mais plus généralement, dans les bassins sédimentaires, de faibles concentrations en carbone organique sont présentes. Ces mécanismes sont les mécanismes régulateurs naturels du CO2 à l'échelle de la planète. Ils sont perturbés à l'heure actuelle par le dérèglement du cycle du carbone à court terme, mais ils sont considérés comme les mécanismes régulateurs à très long terme du climat. Et en particulier, au cours du tertiaire, on observe, quand on regarde la reconstitution des pressions partielles de CO2 dans l'atmosphère au cours du temps, ici vous avez ce schéma central sur la pression atmosphérique partielle de CO2 dans l'atmosphère, qui était aux alentours de 1000 ppm avant l'Oligocène, au cours du tertiaire, et qui, au cours de l'Oligocène, va baisser assez rapidement pour atteindre des valeurs de l'ordre de 300-200 ppm, qui sont proches de celles des valeurs préanthropiques connues récemment.
Et en particulier, cette baisse de la teneur en CO2 de l'atmosphère a induit à la surface de la planète une ère géologique de glaciation au Cénozoïque, donc la dernière ère glaciaire connue pour la Terre, qui commence à peu près il y a 30 millions d'années avec le développement d'une calotte glaciaire sur le pôle sud, puis au cours du Pléistocène sur le pôle nord, avec donc une Terre avec deux calottes glaciaires. Donc nous sommes à l'heure actuelle dans une ère glaciaire au sens large du terme, et la précédente ère glaciaire de ce type-là, c'était l'Hercynien, où on avait également une Terre avec deux calottes englacées. Donc le système Terre subit des fluctuations à très large amplitude du climat, avec des périodes chaudes, comme par exemple le Crétacé, et des périodes plus froides, comme la fin de la deuxième moitié du Tertiaire, depuis l'Oligocène, où on a une ère glaciaire à peu près stabilisée depuis une trentaine de millions d'années. Ces aires glaciaires, ces grandes aires glaciaires, apparaissent coïncider avec les systèmes de développement orogénique, le cycle de Wilson. Et à chaque grande orogénèse, on s'aperçoit qu'il y a une ère glaciaire qui est associée. Et la proposition qui est là derrière, c'est que quand on crée une chaîne de montagnes, on va accélérer ces deux réactions, on va intensifier la façon de puiser du CO2 dans l'atmosphère et de cette façon refroidir le climat de manière marquée. Ici, cette courbe vous représente la paléotempérature des océans reconstitués à partir des micro-fossiles foraminifères benthiques dans les océans du monde entier, et représente le refroidissement que l'on peut voir de plusieurs degrés des océans dans ce système. On le met relativement bien en parallèle avec cette courbe ici que vous avez, qui représente la vitesse de convergence entre l'Inde et l'Asie, qui a été établie à partir d'études paléomagnétiques en particulier, et qui montre qu'à partir de l'Éocène, on a un ralentissement très marqué de la convergence Inde-Asie, c'est le début de la collision, et puis après, une collision qui se poursuit, qui se ralentit très doucement, mais qui marque le début de l'orogène himalayen. Donc voilà, à partir de ces deux exemples d'interaction climatectonique, un petit peu pour vous exposer ce que sont les grandes motivations de recherche sur ces systèmes, ce que nous essayons de quantifier, ce que nous essayons de qualifier, de comprendre, quels sont les mécanismes exacts qui sous-tendent les interactions entre la tectonique et le cycle du carbone et le développement climatique lorsque l'on fabrique une chaîne de montagnes. Alors on va commencer peut-être par un petit tour du propriétaire, une petite vision touristique de l'Himalaya. Quand on passe de plus 5000 à moins 5000, donc voici à peu près une coupe schématique de l'Himalaya. Pour vous donner les échelles, on est sur, en moyenne, des échelles de transport qui vont être de l'ordre de 3000 km. Une zone qui est la zone la plus pentue de la planète et la plus haute, qui est la chaîne himalayenne, extrêmement étroite, 200 km en moyenne du nord au sud. Et puis une zone qui est la plus plate de la planète, c'est la plaine du Gange ou la plaine du Brahmapoutre, donc ce qu'on appelle la plaine d'inondation. Et ici, on a une zone extrêmement plate avec des transports qui sont de 500 à 2000 km de longueur. Puis ensuite, on va passer au delta du Bangladesh, donc une zone extrêmement complexe, extrêmement sensible, avec des variations extrêmement plates également, et qui va faire le transfert vers le bassin océanique. Puis ensuite, le cône du Bengale, que vous voyez schématisé ici, qui représente une plaine abyssale extrêmement atypique, marquée par la présence de chenaux de transport qui représentent des vecteurs de sédiments vers l'océan profond. Alors, voici quelques visions de la chaîne himalayenne
donc de la très haute chaîne himalayenne. Ici, des sommets à plus de 7000 qui sont marqués par la présence très importante de glaciers. Ces glaciers sont également des outils d'érosion très importants. Les glaciers himalayens charrient des quantités très importantes de sédiments et délivrent au pied des glaciers dans les moraines des roches broyées qui sont à la fois réactives et faciles à exporter. Les flancs himalayens sont extrêmement pentus, l'incision est très largement développée. Et ceci est lié à la fois à l'action des rivières qui va faire de l'incision, la vitesse de surréaction de l'Himalaya et la présence de glissements de terrain qui vont décaper progressivement. Ici, vous avez Jérôme Lavé qui est chercheur au CRPG et Martin Lucker qui a fait sa thèse avec Jérôme et moi dans un glissement de terrain actif au Népal et qui montre des zones extrêmement réactives de ces flancs montagneux. Voici justement une représentation. Vous avez un petit film time-lapse. Ici, on est en juin et vous voyez le développement ou l'évolution d'un glissement de terrain au cours de la mousson. Et vous allez voir, vous voyez d'abord des arbres qui se baladent. C'est le signe que les flancs de ce glissement de terrain se déstabilisent. Et puis, une exportation de sédiments qui est continue dans ces zones un petit peu écorchées des flancs himalayens. Et vous avez ici une image tirée de la thèse de Florian Gallo qui montre le développement de ce glissement de terrain depuis les années 60 jusqu'à l'actuel. Il gagne de plus en plus, il grignote la surface. Ce type de glissement est, pensons-nous, le principal processus qui produit des sédiments à l'heure actuelle, en dehors des phénomènes les plus catastrophiques. Et l'étude de petits bassins de ce type-là montre des rivières extrêmement chargées grâce à ces glissements de terrain et un export de rivière sur un tout petit bassin ici qui va atteindre à peu près 1 million de tonnes par an, liés à deux petits glissements de terrain qui sont relativement modestes en surface, mais qui vont avoir un apport sédimentaire extrêmement important, rythmé par le rythme saisonnier de la mousson. Donc c'est la mousson qui met en action, qui permet de lubrifier les glissements de terrain, qui permet également d'évacuer les sédiments qui sont transportés. Vous avez également ici la représentation du rythme de transport et vous pouvez voir les galets qui sautent à l'intérieur de la rivière, qui vous montrent que ce n'est pas seulement du sable qui est transporté, mais aussi des galets qui peuvent atteindre typiquement la taille d'un ballon de football, comme ici. Et évidemment, ce transport physique va avoir un rôle très important sur l'abrasion, sur l'incision des fonds de rivière et l'intensité du transport qui va en résulter. Alors ici, on est à peu près ici, dans la zone la plus forte d'incision de la chaîne himalayenne. Et on va maintenant pénétrer avec ces grandes rivières transhimalayennes qui transportent des dizaines voire des centaines de millions de tonnes de sédiments vers le pied de la chaîne. Ici, on est au Népal central, sur le principal tributaire du Gange. Et par un système de mesure géophysique sonar, on peut mesurer la vitesse de transport de l'eau ou la vitesse du flux en faisant une section de la rivière. Et on voit que la vitesse de l'eau ici atteint 7 mètres par seconde. C'est extrêmement rapide et ça permet de transporter en suspension des sédiments extrêmement grossiers avec une charge sableuse assez considérable de plusieurs grammes, voire dizaines de grammes par litre.
Et on peut suivre ce type d'évolution au cours d'une mousson, hein, d'ici le mois de juin, le mois de juillet, le mois jusqu'au mois de septembre. Et on voit que la charge sédimentaire est assez directement reliée au flux de la rivière. C'est-à-dire que plus il y a de précipitations, plus on va transporter. Ça semble assez implicite. Mais en faisant ce type de mesures répétées tous les jours, eh bien, on peut calculer les flux de sédiments qui sont transportés par les rivières. Et ici, pour cette rivière Narayani, on arrive à 150 millions de tonnes par an qui sont exportées par cette rivière. On passe maintenant, la Narayani c'était ici, eh bien, on passe à la plaine du Gange, on arrive dans la plaine du Gange, vous voyez la trace du Gange ici qui rejoint le Brahmaputra au Bangladesh, et on arrive dans cette zone qui est excessivement plate. Le transport sédimentaire reste à un niveau très, très, très élevé, de 1 à 6 grammes par litre pendant la mousson. Bien que la rivière ou que la plaine du Gange soit plate, c'est-à-dire que l'altitude ici est à 120 mètres d'altitude et ici à 0, sur 1500 km à peu près, eh bien, le caractère saisonnier de la rivière, qui concentre son flux sur 3 mois, permet d'avoir un effet de crue, de forte intensité sur 3 mois, qui va avoir un effet de chasse d'eau qui va transporter ces sédiments de manière extrêmement efficace. Alors, on arrive ici au delta du Bangladesh. C'est une zone qui fait à peu près un quart de la superficie de la France et qui subit une inondation saisonnière d'à peu près 30 à 40%, c'est-à-dire que 30 à 40% de la surface se retrouve inondée pendant la période de mousson. Donc et c'est extrêmement grand. Donc c'est assez complexe à étudier. Et donc il faut pour cela utiliser un certain nombre d'approches différentes. L'autre complexité, c'est que les sédiments qui sont transportés par les rivières sont également extrêmement variables en fonction de la dynamique de transport, de l'énergie que le transport va donner dans les rivières. On va avoir un transport de matériaux fins ou de matériaux sableux. Et ici, on voit, par exemple, le diamètre moyen d'un sable va être de l'ordre de 200 microns ici, 30 microns pour un banc plus silteux. Les concentrations, par exemple ici en silice, vont être évidemment contrastées, ou en matière organique, très peu de matière organique dans un sable, beaucoup plus dans un matériau silteux ou argileux. Alors pour comprendre cette complexité, eh bien, on a entamé un certain nombre de campagnes d'échantillonnage, et en particulier en regardant la concentration ou la composition des sédiments en fonction de la profondeur dans la colonne d'eau, qui est une approche véritablement nécessaire pour essayer de quantifier ce qui est transporté et avoir une estimation réaliste de ce qui est effectivement exporté. Donc vous avez ici un petit film de ce type de travail réalisé au Bangladesh avec un échantillonneur qu'on descend à une certaine profondeur et puis que l'on ferme et ensuite on récupère les sédiments qui sont dedans. On a ainsi la concentration. Ici, vous avez ce qui est récupéré en sédiments à partir de 5 litres d'eau, donc dans ce type d'échantillonneur. Et puis le rapport aluminium sur silicium ici, donc, qui va vous montrer des sédiments très riches en sable au fond, et puis des sédiments plus fins, plus argileux à la surface de la rivière. Donc on a développé ce type d'approche, non seulement pour pouvoir intégrer la totalité de ce qui est transporté dans la colonne d'eau et prendre en compte la variabilité avec la profondeur de ce système, et également pouvoir intégrer
complètement ces variations de composition chimique et les modéliser pour restituer au point de vue géochimique la composition chimique exacte de ce qui est exporté. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ici, vous avez un petit schéma qui montre la variation de concentration, donc avec des particules plus grossières au fond et des particules plus fines à la surface. Ça, c'est lié à la vitesse qui est plus élevée en surface qu'au fond dans une rivière typique. Et la variation du rapport aluminium sur silicium en fonction de la granulométrie. Bon, je passe sur ce que c'est que le D84, vous verrez ça un jour en TP de sédimentaux, mais c'est une représentation, disons, du diamètre moyen des particules. Alors, on peut également faire des mesures de vitesse de flux. Ici, c'est le Gange à Harding Bridge au Bangladesh. On a, sur une belle journée de crue, 44 000 m3 secondes, avec une cellule centrale autour de 4 mètres secondes au centre du Gange, et qui va permettre de transporter des sédiments extrêmement grossiers, sableux même à la surface, avec des charges sédimentaires de 2 à 4 grammes par litre. Alors qu'un jour un peu calme, pendant la mousson 2010, cette fois-ci, on voit que les concentrations sont beaucoup plus faibles et la granulométrie beaucoup plus faible également dans ce type de choses. Donc on peut utiliser ce type de mesure à la fois pour analyser la composition chimique des sédiments, mais aussi pour faire des bilans et des flux d'érosion. Et ici, vous avez le travail de thèse de Martin Lübker, où, à partir de l'intégration de ces mesures et de données hydrologiques, il a pu faire une proposition d'un transport annuel de sédiments pour le Gange au Bangladesh de l'ordre de 390 millions de tonnes par an sur les 30 dernières années. Alors, sur ces approches, vous avez représenté ici sur la coupe que nous avons vue tout à l'heure le rapport aluminium sur silicium des différents sédiments qui sont soit transportés, soit déposés dans la plaine du Gange. Et on voit ici que sont déposés dans la plaine du Gange ici des sédiments essentiellement sableux, alors que la partie avec des rapports aluminium sur silicium un peu plus élevés reste transportée sous forme de suspension dans le Gange et vont être exportés vers l'océan. À l'heure actuelle, ce type de bilan a pu être fait à peu près bien dans la plaine du Gange, pas du tout dans la plaine du Brahmapoutre, faute de mesures suffisantes, et reste assez mal connu pour ce qui est du delta du Bangladesh, alors que ce sont des données extrêmement importantes pour le Bangladesh, puisque la survie du Bangladesh dépend de la quantité de sable qui est déposée dans ce bassin. S'il y a beaucoup de sable qui est exporté, le Bangladesh s'enfonce et disparaît, ou s'il y a du sable qui est déposé, il reste à peu près à la surface. Alors on va passer maintenant à un aspect un peu plus géochimique et cycle du carbone des choses. Je vous ai dit que l'altération était un des mécanismes importants pour le cycle du carbone. C'est l'altération des silicates dont il s'agit, des minéraux silicatés. Et vous avez ici un petit schéma de ce qui se passe. On prend du soleil, de l'eau et du CO2 dans l'atmosphère. On fait de la photosynthèse, on crée du carbone organique. Ce carbone organique se dégrade sous forme de CO2 qui permet de générer des acides qui vont favoriser la dissolution des minéraux silicatés. Ici, c'est un plagioclase plus ou moins réaliste qui va se dissoudre, transférer à la rivière du sodium, du potassium et du HCO3-, et laisser sous forme solide des argiles. Ce type de processus est classique, c'est ce qui se passe
classiquement à la surface de la planète dans tous les sols qui sont. L'érosion de l'Himalaya ou l'érosion d'une chaîne de montagne, d'une manière générale, va faciliter ce processus en broyant les minéraux, en créant des surfaces réactives et en accélérant donc ce type de réaction à la surface de la planète. Alors on peut suivre cela en regardant l'évolution des sédiments au cours du transport. Ici, vous avez le rapport sodium sur silicium qui est suivi entre le front himalayen en vert et puis le Bangladesh. Donc ce sont les mêmes sédiments, simplement ils ont subi une altération plus poussée. Et au cours du transport, on voit qu'ils ont perdu du sodium. Donc ce sodium sur silicium va évoluer et se transférer sous forme dissoute dans la rivière. Alors on peut voir cela également à travers l'analyse des flux dissous dans les charges de rivière. On peut prendre un petit seau et prendre un seau d'eau du Gange au Bangladesh, analyser sa composition chimique, multiplier par les flux, et puis voilà ce qu'on va à peu près obtenir, des flux dissous de différents éléments, et on peut, moyennement l'utilisation d'un certain nombre de traceurs, en déduire ce qui vient de l'altération des silicates, ce qui vient de l'altération des carbonates. Et on ne se trompe pas trop quand on compare cela avec ce qu'on fait sur les analyses de sédiments. Même si l'on sait qu'en regardant un système actuel, dans un bassin où il y a à peu près 700 millions d'habitants qui vivent, eh bien, il y a une petite charge anthropique, il y a une petite transformation anthropique de la composition chimique de la rivière qui intervient. Donc il est important de prendre en compte ces aspects également dans ce type d'études, mais on arrive à quantifier à peu près le flux dissous exporté par l'érosion de ces bassins, que ce soit à travers le flux dissous ou les sédiments de rivière. Le deuxième aspect que j'avais souligné, c'est celui qui est lié au carbone organique, c'est-à-dire que toujours la photosynthèse va nous permettre de créer des plantes dans les sols. Ces plantes sont transférées à la rivière pour partie et exportées par la rivière et éventuellement enfouies sous forme de matière organique discrète ou pas dans les sédiments, dans le réservoir sédimentaire. La plupart du carbone organique à la surface de la planète est réoxydé et retourne à l'atmosphère, mais une petite partie, moins de 1%, va être effectivement enfouie sous forme de carbone organique dans les réservoirs sédimentaires. Donc, ce que vous connaissez et que vous utilisez tous les jours dans votre voiture, c'est le pétrole. Le pétrole représente des réservoirs sédimentaires où des quantités très importantes de carbone organique ont été séquestrées. De manière plus générale, les grands bassins sédimentaires de la planète contiennent relativement peu de carbone organique, mais en volume extrêmement important, et représentent, bon an mal an, 30% de l'enfouissement de carbone dans le réservoir sédimentaire. Donc c'est un processus important. Alors, ça a été le travail de thèse de Vallier-Galli, en particulier d'évaluer cela. Il a pu regarder la charge en carbone organique en fonction du rapport aluminium sur silicium au Bangladesh, sur le Gange, le Brahmapoutre, et comparer cela par rapport aux sédiments qui sont enfouis dans le cône du Bengale, et en montrant une extrêmement forte efficacité de l'enfouissement de carbone organique. C'est-à-dire que pratiquement tout le carbone organique exporté par le Gange et le Brahmapoutre se retrouve enfoui dans le cône du Bengale. Et par des études de carbone 14, on a pu montrer que ce carbone organique était effectivement d'origine moderne. C'était des végétaux modernes qui étaient transférés vers le cône du Bengale dans le réservoir sédimentaire. Donc c'est bien une séquestration de carbone pris dans l'atmosphère qui intervient dans ce système. Et quand on regarde le système actuel, eh bien on s'aperçoit que c'est principalement ce processus de stockage de carbone organique qui est efficace dans le cas de la chaîne himalayenne.
beaucoup plus efficace que l'altération des silicates, à peu près 4 à 5 fois plus de CO2 ou de carbone, de molécules de carbone sont enfouies sous forme de carbone organique par rapport au flux de carbone lié à l'altération des silicates. Alors, les flux ici, vous avez, sont des flux annuels évalués sur le système actuel. Et vous êtes à peu près pour tout l'Himalaya sur un système qui consomme environ 20 à 30 molécules 10 puissance 10 mol de carbone par an. Ces chiffres peuvent vous avoir l'air absolument triviaux par rapport à ceux que, si vous connaissez ceux du cycle court du carbone à l'heure actuelle, qui sont 3 ordres de grandeur au-dessus. À l'heure actuelle, on produit à peu près 3 à 4 fois plus de CO2 que n'en consomme une chaîne comme l'Himalaya. Et ceci est relativement normal. Le fonctionnement des grands systèmes géologiques se fait sur des dizaines et des dizaines de millions d'années. La perturbation anthropique actuelle se fera sur au mieux quelques centaines d'années. Elle débobine le système, mais sur un temps relativement court. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, qui est le cône du Bengale. Donc, le cône du Bengale se développe à partir de l'Oligocène sous la pression de l'érosion de l'Himalaya et se dépose principalement dans la baie du Bengale et l'océan Indien, ici. Il y a un autre cône sur l'Indus qui se développe en même temps, mais qui est de taille un petit peu plus modeste. Le cône du Bengale est la plus large accumulation sédimentaire de la planète, 3000 km de long à peu près, jusqu'à 5 degrés, elle est présente jusqu'à 5 degrés, 5-7 degrés sud, et son épaisseur maximum au sud du Bangladesh atteint une vingtaine de kilomètres d'épaisseur. Il y a eu assez peu d'exploration de ce cône, et ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats d'une opération de forage relativement récente qui a eu lieu à 8 degrés nord. Le cône du Bengale est ce qu'on appelle un système turbiditique. Il est alimenté par le delta du Bangladesh principalement et à l'heure actuelle principalement via un canyon qu'on appelle le Swatch of No Ground qui est présent immédiatement au sud du Bangladesh, qui collecte la plupart des départs de turbidite. C'est une zone avec assez profonde, qui atteint à peu près 1000 mètres de profondeur ici, alors que la plateforme est entre 100 et 500 mètres ici, et avec des pentes qui peuvent atteindre une vingtaine de degrés sur les flancs de ce canyon, et une bathymétrie que vous avez ici. Donc le canyon a des pentes suffisamment fortes pour qu'elles soient déstabilisées par différents processus, que ce soit des typhons, des tremblements de terre ou simplement des effondrements gravitaires, et émettre des flux turbiditiques qui vont disperser les sédiments sur des très longues zones. Une des principales caractéristiques morphologiques qui a été reconnue très tôt sur le cône du Bengale, c'est la présence d'espèces de chenaux qui ressemblent à s'y méprendre à des rivières à la surface d'un continent. Ce sont des chenaux qui font des méandres et qui vont transporter les sédiments, et en particulier permettre le transport de sédiments vers les zones de sédiments sableux vers les zones profondes, et déposer sur les bords de ces chenaux des levées de sédiments fins. Donc voilà un petit schéma qui vous montre un petit peu comment on peut évoluer une turbidite et progresser une turbidite. Donc au fur et à mesure de sa progression, elle dépose des sédiments qui vont la confiner encore un peu plus et permettre un transport de sédiments sur des milliers de kilomètres. Alors quand on regarde en sismique différentes coupes du cône du Bengale du nord au sud, vous avez ici 3 coupes du cône du Bengale du nord au sud, vous voyez que le cône du Bengale est formé de l'accumulation, de l'empilement de ces systèmes de levée qui vont aller
représenter des dépôts depuis une vingtaine de millions d'années sur ce système. Alors une étude a pu être réalisée grâce au programme international IODP, International Ocean Discovery Program, qui est le principal programme scientifique international d'exploration du fond des océans. C'est un programme qui a plus de 60 ans d'existence maintenant, qui a été créé à l'origine sous le nom de DSDP, Deep Sea Drilling Program, qui était destiné à démontrer la dérive des continents et qui se poursuit aujourd'hui sous forme d'un programme international et qui permet d'étudier à la fois les changements climatiques, la biosphère profonde, les processus tectoniques, les grands tremblements de terre. Et si vous avez l'occasion de participer à ce programme, c'est quelque chose auquel je vous encourage. On accueille sur ces programmes un certain nombre d'étudiants. Et c'est une expérience unique de fonctionnement. En gros, chaque expédition dure 2 mois. 30 scientifiques sont embarqués pour un projet donné et travaillent 2 mois de suite avec des capacités de forage profond tirées ou dérivées des techniques pétrolières. Donc vous avez ici un petit peu le schéma de travail des scientifiques à bord. On reçoit des carottes qui viennent du système de forage. Ces carottes sont ensuite répertoriées, découpées, décrites, photographiées, analysées. Il y a des micropaléontologistes qui vont aller regarder la composition chimique, l'âge des sédiments à partir de la morphologie des microfossiles qui sont contenus dans les sédiments. Des géochimistes qui vont faire ou des paléomagnéticiens qui vont faire différentes approches d'analyse pour également trouver l'origine ou l'âge des sédiments. Et puis, plus important, ces sédiments ensuite sont stockés dans des carothèques ici au Japon pour cette expédition et représentent une source d'échantillons qui sont disponibles pour la communauté scientifique gratuitement pour des années et des années. Et vous pouvez toujours aujourd'hui demander des échantillons des premières expéditions DSDP qui ont été faites sur l'exploration des océans. C'est toujours disponible, c'est parfaitement décrit, c'est parfaitement accessible à la communauté internationale. Alors sur l'expédition qui nous préoccupe, eh bien, ce que nous avons, un des forages les plus profonds qu'on a pu réaliser, c'est le forage U1451 qui a permis de descendre. J'ai été trop vite. Qui a permis de descendre à peu près à 1 km sous 3500 mètres d'eau. Et pour ce faire, il a fallu d'abord construire un tube de large diamètre de 450 mètres de hauteur, donc qui a été assemblé sous le bateau. Donc vous avez ici les opérations d'assemblage. Donc c'est des techniques classiques de derrick pétrolier ou de plateforme pétrolière qui sont utilisées. Donc ce tube, donc on appelle un casing, a d'abord été mis en place et permet de réaliser un tubage qui va s'enficher dans le sol pour stabiliser le forage en vue des opérations de forage à très grande profondeur. Donc voilà, donc c'est toujours assez spectaculaire de voir ce type de travaux. Ceux d'entre vous qui iront sur des plateformes verront ce genre d'opérations sans aucun doute. C'est des choses assez classiques. Voilà. Ensuite, eh bien, on a mis en place un entonnoir à la surface, au sommet de ce tube. Cet entonnoir est destiné à permettre la réentrée dans le forage au cours du fonctionnement du système. L'étape suivante était la mise en place d'un tube de forage, une tête de forage qui va permettre de creuser
ou de ménager le trou par lequel on enfichera ce grand tube de casing. On descend ce système donc de 3 km. Et puis ensuite, progressivement, on va le faire pénétrer dans la roche. De cette façon, on a mis en place un tube extrêmement stable qui va permettre de poursuivre l'opération de forage jusqu'à la fin. Donc maintenant, on réassemble un tube, le tube de forage proprement dit, qui va être repositionné au-dessus du cône de réception. Donc ça, c'est un petit jeu. Vous imaginez que vous avez un spaghetti qui fait 3,5 km de... Question ? Alors là, c'est ce que la question, c'est la tête de forage. D'accord. Donc c'était un. Hop. Ah. Non, voilà. Si. Alors. Ah. Excusez-moi. J'arrive pas à revenir. Alors, la tête de forage proprement dite, pour les forages très profonds, est un tricône avec un espace ménagé au centre qui permet de récupérer la carotte au centre du tricône. Ce n'est pas un tricône qui va broyer la totalité de la surface du trou. C'est simplement un tricône avec un trou, mais j'arrive pas à le... Et ça, c'était ce qui s'appelle un underreamer, qui est un tricône qui va forer sur un très gros diamètre, par contre. J'aurais peut-être une photo de... Et il y a d'autres systèmes de... Alors, je suis victime des animations, là. Voilà. Et donc, l'étape finale, ou l'étape réellement importante pour le travail de forage, c'est le carottage. Et donc, ce carottage-là, dans cette situation, a permis de forer plus de 700 mètres de profondeur sous le casing. Donc d'atteindre 1200 mètres de profondeur sur le profil sismique. Et voilà, typiquement un retour de carottes, de carottiers, ce sont des carottiers de 9 mètres, qui vont rapporter des segments qu'on va empiler. Alors chaque opération dure à peu près à ce type de profondeur 4 ou 5 heures typiquement pour récupérer 9 mètres de sédiments. Donc tout se passe avec des outils légers. Et voilà, on va attendre la sortie de la carotte quand même. Donc ça, c'est l'essentiel du travail sur ce bateau, c'est d'attendre des carottes et puis ensuite, pour les scientifiques, de les étudier assez rapidement pour éventuellement guider les étapes suivantes de forage. Donc c'est un travail d'équipe assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de personnes sur un navire de ce type et il n'y a pas grand monde qui serve à rien. Tout le monde travaille 24 heures sur 24 au fonctionnement de ce type de choses. Donc vous voyez ici le core liner, c'est un tube de PVC transparent et les sédiments qui sont présents dans cette carotte et qui vont être transférés maintenant directement aux scientifiques. Voilà, au cours de cette
Je casse tous mes effets. Voilà, au cours de cette expédition, on a foré 7 sites, 3 avec des grandes profondeurs de l'ordre de 1000 mètres chacun, et 4 autres sur des faibles profondeurs pour mieux comprendre le fonctionnement pléistocène de ce cône, donc sur les échelles de temps un peu plus courtes. Et les forages profonds nous ont permis de pénétrer jusqu'au Miocène inférieur. Donc on a grosso modo à peu près 20 millions d'années d'enregistrement de la planète, de sédiments de la planète, issus de l'érosion himalayenne. Le type de sédiments qu'on y retrouve sont des turbidites, des alternances de quelques centimètres d'épaisseur de sédiments sableux à la base et silteux fins au sommet. Et puis on recommence avec un suivant, etc., etc. Ça sont des sédiments typiques de levée, donc des petits pulses turbiditiques qui sont accumulés. Et puis, ce qui était un peu la surprise dans cette expédition, c'est de retrouver des formations sableuses extrêmement épaisses, qui sont probablement des lobes frontaux de turbidites, et qui représentent souvent 5 à 10 mètres d'épaisseur de sable accumulés, des sables tout à fait comparables à ceux qu'on va retrouver dans les rivières himalayennes, par exemple. On a des taux d'accumulation qui sont extrêmement élevés, 5 mètres par 10 000 ans, et des caractéristiques granulométriques qui sont assez comparables à celles qu'on va retrouver dans les rivières. Ici, vous avez les rapports aluminium sur silicium en bleu, avec fer sur silicium, des sédiments du cône du Bengale en bleu, et des rivières du Gange et du Brahmapoutre au Bangladesh. Et vous voyez que ça décrit absolument la même... le même style de données, avec également ici le rapport à la granulométrie qui est assez comparable entre les deux systèmes. Je vais passer là-dessus. Ce qui a pu être montré, c'est que il y a de grandes variations de ce qu'on appelle le dépôt-centre, c'est-à-dire que la zone de dépôt fluctue au cours du temps. Et ici, au cours du Pléistocène supérieur, on a des divagations du système qui vont partir ici entre... à l'heure actuelle, le système est déporté vers l'ouest, vers Sri Lanka, alors que entre 600 000 et 250 000 ans, il est plus centré sur la zone que l'on a forée. Et pareil, avant 650 000 ans, il était de nouveau déporté vers l'ouest. Donc il y a des grandes fluctuations de ces systèmes de dépôt qui interviennent dans le système. Ici, une petite représentation des sédiments les plus anciens qui sont déposés à la base du cône du Bengale. La base du cône sont des roches calcaires et ocènes. Et puis, au-dessus, on a un substratum d'âge probablement oligocène et les plus anciennes turbidites qui sont Miocène inférieur dans ce cas-là, et qui marquent à cette position le moment où la transgression du cône est intervenue. Donc c'est ce forage rouge ici sur l'est, sur le flanc est de la 90th Ridge. Et voici le type de relation âge-profondeur qu'on peut avoir pour ces systèmes turbiditiques. Les compositions des sédiments sont, je vous l'ai dit, très proches de ce qu'on connaît ou de ce qu'on reconnaît dans les rivières du Gange et du Brahmapoutre, issus de l'érosion de l'Himalaya. On retrouve les mêmes minéraux, les minéraux index du métamorphique, le grenat, les distènes, les micas bien sûr, qui sont présents sur la totalité du log d'enregistrement et qui démontrent que même au Miocène inférieur, on avait déjà érosion de roches de haut degré métamorphique exhumées et présentes à la surface de l'Himalaya. Donc on a un système qui est relativement pérenne depuis 20 millions d'années, qui érode toujours des roches de très haute pression et de haute température.
On peut même étudier la provenance exacte des sédiments parce que des traceurs isotopiques que vous verrez un jour en cours de géochimie isotopique vont vous permettre de tracer les différentes formations qui sont présentes en Himalaya. Et ce qu'on retrouve dans le cône du Bengale présente une organisation assez excellente et une stabilité assez remarquable au cours du temps dans le système. Pardon. La granulométrie, on l'a dit, est assez sableuse. Dans l'ensemble, quand on essaye de restituer la granulométrie des forages à partir à la fois des données d'observation lithologiques, mais aussi des performances de forage, etc., on se rend compte que la présence de sable est très importante et qu'elle est pérenne depuis le début des forages réalisés dans ce système. Et si on reporte ça sur le log, sur cette coupe de l'Himalaya et du Bengale, on voit ici qu'on a des sédiments qui sont déposés, des sédiments sableux qui ressemblent tout à fait à ce qu'on a également sur les dépôts de plaine, accompagnés évidemment par le dépôt de sédiments fins également dans les levées. Quelques mots pour se rapporter sur l'altération. Alors, ce sont des travaux en cours, donc je vous donne juste une image un petit peu rapide, parce qu'il y a une thèse en cours sur ce sujet, donc les résultats sont encore bien incomplets. Mais simplement pour montrer que ici, alors c'est un diagramme un peu différent de celui que je vous avais montré tout à l'heure, aluminium sur silicium et potassium sur silicium, la perte de potassium, l'altération des feldspaths et des biotites sont parmi les altérations les plus classiques du système himalayen. Et on voit ici le contraste entre les rivières himalayennes et la Lower Meghna, qui est le Gange Brahmapoutre au Bangladesh, avec une perte de potassium depuis l'Himalaya jusqu'à la Lower Meghna. Et les sédiments du cône du Bengale apparaissent entre les deux et semblent indiquer que l'observation du système actuel reflète un système avec une érosion des sols plus importante que ce qui s'est passé dans les 20 derniers millions d'années. Et c'est probablement la trace ou la marque d'une érosion liée à l'activité anthropique importante dans ce système que l'on voit ici, et plutôt le témoignage d'une altération chimique relativement modeste ou modérée de la chaîne himalayenne au cours du temps, au cours des 20 derniers millions d'années. Ça, c'est pour le transfert, l'altération. Le transfert et l'enfouissement de carbone organique est également un des processus très importants. On en a déjà parlé, et on retrouve dans les carottes du cône du Bengale des traces des niveaux avec de forts débris organiques, la forte présence de débris organiques, parfois millimétriques, parfois centimétriques, voire dans des sédiments beaucoup plus récents qui sont du late Pléistocène. On a des fragments de bois véritablement intacts, en très bon état, qui proviennent des flancs himalayens. Ce sont tous des fragments de conifères, dans ce cas-là, qui ont été exportés probablement par des processus extrêmement catastrophiques. Et une relation entre l'aluminium-silicium et le carbone organique qui est assez comparable finalement à ce qu'on a enregistré dans les rivières actuelles. Peut-être un petit peu moins de carbone organique dans le cône du Bengale au Pliocène, mais au Pléistocène, on se rapproche des valeurs enregistrées dans les rivières himalayennes ou dans le cône du Bengale supérieur. Et puis la présence de débris de bois montre qu'on a aussi un apport particulaire macroscopique beaucoup plus important. Et donc, sans dévoiler
disons, les résultats qu'on aura, on voit déjà que ça va confirmer certainement la vision qu'on avait du cycle du carbone associé à l'érosion himalayenne sur l'observation actuelle, voire amplifier un petit peu ce contraste entre l'altération des silicates et l'enfouissement du carbone organique, montrant que le développement d'une chaîne de montagne agit surtout à travers le carbone organique sur le cycle du carbone. Alors d'autres applications qui peuvent être réalisées, et là je vais aller un petit peu vite malheureusement, c'est sur la mesure des vitesses d'érosion. C'est une thèse, c'est des travaux de Martin Lübker, anciens, qui ont été faits sur le Gange et le Brahmapoutre, en utilisant les isotopes cosmogéniques. Alors, je pense que vous ne savez pas forcément ce que sont les isotopes cosmogéniques, mais ce sont des isotopes qui nous permettent d'enregistrer le temps d'exposition à la surface des roches ou des sédiments, et qui sont très pertinents pour mesurer les vitesses d'érosion dans les bassins. Ces systèmes isotopiques qui ont été appliqués sur le Gange et le Brahmapoutre ont permis de montrer que les vitesses d'érosion intégrées sur l'échelle des bassins est de l'ordre de 1 mm par an, que ce soit sur le Gange ou sur le Brahmapoutre. Et plus récemment, c'est une thèse qui va être soutenue au CRPG le 26 novembre. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. C'est la thèse de Sébastien Lénard, qui a mesuré les concentrations en isotopes cosmogéniques dans les sédiments du cône du Bengale depuis 7 millions d'années, et qui montre des concentrations, ou des paléoconcentrations très exactement, qui sont relativement constantes et qui se traduisent également par des vitesses d'érosion intégrées depuis 6-7 millions d'années, de l'ordre de 1 à 0,6 ou 0,7 mm par an pour la chaîne himalayenne, et qui montre là aussi également une certaine stabilité du système au cours du temps, malgré les grands changements climatiques qui interviennent au cours du Pléistocène, hein, l'apparition d'une haute variabilité climatique au Pléistocène ne semble pas influencer de manière notable les taux d'érosion en Himalaya. Donc ça, c'est une thèse qui va être soutenue très prochainement. Et puis des travaux en cours aussi qui sont faits sur des traceurs organiques. Ici, on analyse les compositions isotopiques d'hydrogène des lipides, des cires qui sont préservées. Les cires qui sont synthétisées à la surface des feuilles vont se transmettre dans les sédiments. On va pouvoir les récupérer par des techniques d'extraction chimique. Et ces cires enregistrent la composition isotopique des paléoprécipitations. Ce sont des traceurs paléoclimatiques qui sont extrêmement intéressants et qui ont été calibrés sur le système actuel et qui nous permettent d'enregistrer les précipitations de mousson qui sont caractérisées par des compositions isotopiques d'hydrogène extrêmement basses. C'est une caractéristique de la mousson de générer ces précipitations extrêmement basses. Et Vanier-Gali et Sarah Fekins ont pu mesurer ici sur le cône du Bengale depuis 20 millions d'années les compositions isotopiques de ces cires. Elles apparaissent dans l'ensemble encore plus négatives qu'elles le sont sur le système moderne ou du dernier maximum glaciaire, et semblent indiquer que la mousson était encore plus intense et encore plus prononcée au cours du Miocène et du Pliocène qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Toujours sur des résultats organiques, ici sur la matière organique, la composition isotopique de carbone, qui elle nous permet de tracer le type de végétation à la surface du bassin, et qui montre à 6 millions d'années une transition extrêmement importante qui est l'expansion de la flore C4. C'est un autre type de photosynthèse que le cycle classique de Calvin, et qui marque l'expansion dans le bassin de la savane. Et donc là aussi un changement climatique
important qui ne semble pas se traduire par un changement des paléoprécipitations. Et donc là, on a des implications également sur le paléo-environnement ou les facteurs qui ont pu permettre l'expansion de la savane. Enfin, tous ces travaux doivent être aller vers des synthèses et en particulier, ce qu'on a pour ambition de faire, c'est d'avoir un bilan du cycle du carbone en éogène en combinant à la fois les contraintes de vitesse d'accumulation, les contraintes qu'on va pouvoir acquérir sur les vitesses d'érosion à partir de différents traceurs thermochronologiques, cosmogéniques, sur les vitesses d'érosion. Combiner tout cela avec les observations lithologiques, la géochimie, les concentrations en carbone organique, on doit pouvoir aboutir dans le futur, disons, à une estimation du flux de carbone que l'on espère être aussi précis que possible, associé à cet orogène himalayen, et ce sera une source de données que des modélisateurs des paléoclimats pourront utiliser pour comprendre comment une chaîne de montagne interagit avec le climat et comment, en particulier, le climat du tertiaire a évolué. C'est très important. Hein, les concentrations de CO2 de l'Oligocène sont celles que l'on va avoir dans une centaine d'années sur Terre. Et donc, c'est le système de référence le plus proche que nous ayons pour le fonctionnement de la planète. Voilà, je vais m'arrêter là et puis prendre toutes les questions que vous aurez éventuellement. Merci. Alors, la question, c'est essentiellement, est-ce qu'on a d'autres zones où on pourrait enregistrer où on pourrait observer des sédiments comparables grâce à des failles Donc, la réponse est oui. Je vais essayer de trouver une carte. Qui soit pertinente. Alors en fait, les rivières himalayennes déposent des sédiments à la fois dans le cône du Bengale, bien sûr, mais également dans la plaine du Gange et du Brahmapoutre. D'accord ? La plaine du Gange a à peu près 4 km d'épaisseur de sédiments. Alors on peut faire des forages là-dedans à 4 km, ce serait moins cher que de faire des forages ici. Puisque ce serait des forages à terre, c'est beaucoup moins coûteux. Ce serait moins intéressant parce que c'est vraiment que du sable. Mais aussi, la tectonique himalayenne nous permet d'avoir accès à ces sédiments. Au front de la chaîne himalayenne, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle la chaîne des Siwalik, qui est une reprise des sédiments de la plaine du Gange au front tectonique de l'Himalaya depuis probablement 5-6 millions d'années. Le déplacement du front de chevauchement tectonique vers le sud fait que maintenant ce sont des sédiments de la plaine indo-gangétique qui sont exhumés au front de l'Himalaya. Et donc on peut aller se balader sur il y a des très jolies routes qui permettent d'échantillonner des coupes assez continues de dépôts des grandes rivières himalayennes au front de l'Himalaya, et on le fait. Alors, elles ont le défaut, elles ont des défauts et des qualités. Elles ont des défauts, des qualités, c'est qu'elles sont au front de l'Himalaya et on connaît relativement bien la provenance de leurs sédiments, la morphologie de leur bassin d'alimentation.
elles sont un petit peu moins intéressantes en ceci qu'elles n'intègrent pas de la même façon la totalité de l'Himalaya, alors que le cône du Bengale l'intègre. Et le très gros avantage du cône du Bengale, c'est l'absence ou la très faible diagénèse, c'est-à-dire que les sédiments sont extrêmement peu modifiés après leur dépôt, alors qu'en milieu continental, ils vont être altérés lors de l'exhumation. Ils vont subir également beaucoup plus d'échauffement parce qu'ils sont enfouis à beaucoup plus grande profondeur, 4-5 km. Et donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Le cône du Bengale est certainement le milieu le plus idéal pour intégrer à très grande échelle et pour regarder des sédiments qui sont préservés, ou mieux préservés, on va dire. Parce qu'il y a toujours des transformations. Oui. Non, non, alors c'est un aller-retour. Là, vous avez la première thèse qu'on a fait sur ce terrain, c'était la thèse d'Albert Galli soutenue en 99. Il a commencé en 95. Depuis, on a eu en continu des campagnes de terrain, des campagnes, en particulier tout le travail sur les rivières, c'était tous les étés pendant la mousson, au Bangladesh, en Inde, au Népal, pour faire ce type d'échantillonnage. Donc c'est tous les ans, en gros, à des endroits plus ou moins différents. Alors qu'une campagne de forage océanique, là, c'est 2 campagnes océaniques de préparation pour faire de la sismique et puis une grande campagne de forage. Mais ça, ce sont des projets qui sont tellement coûteux que vous les faites une fois dans votre vie. Et, alors la question c'est, est-ce qu'il y a des études comparables faites sur d'autres chaînes de montagne et qui représentent des points de comparaison? La réponse est à peu près oui, en particulier sur les Andes. C'est probablement la chaîne la plus comparable, avec bien sûr des différences très importantes. Mais sur les Andes, il y a des études qui sont assez comparables à la fois sur la tectonique, bien sûr, mais aussi sur les systèmes d'érosion, les systèmes de dispersion des sédiments, d'évolution dans les plaines d'inondation, en particulier sur l'Amazonie. Et en 2020, il y aura la première expédition de forage océanique sur le cône de l'Amazone, destinée à la paléo-érosion. Il y en a déjà eu, mais qui était plus paléoclimatique. Là, c'est vraiment destiné à comparer ce qui se passe dans les Andes et ce qui s'enregistre dans le... Donc les Andes, certainement. Il y a eu des travaux assez similaires qui ont été faits sur la Nouvelle-Zélande. Alors c'est une échelle un peu plus petite, c'est pas une chaîne globale, mais c'est une chaîne extrêmement emblématique des processus climatectoniques. On peut citer également Taïwan, encore plus petite échelle, mais sur laquelle il y a des approches assez comparables. Il y a une question ici. Alors le temps pour un forage de 200 mètres dans le cône du Bengale, c'est à peu près 4 jours, typiquement, ouais, 200 mètres, comparé à un forage profond qui va prendre une quinzaine de jours. Alors, est-ce que les échantillons sont accessibles? Comment sont-ils préservés? Quelle est leur qualité de préservation? Donc, les échantillons sont effectivement dans des carothèques. Donc, il y en a 3 dans le monde pour tout le programme IEDP. Ils sont accessibles à la communauté scientifique, c'est-à-dire que chaque pays partenaire du programme des scientifiques de chaque pays partenaire du programme peuvent demander des échantillons
Et ils les obtiennent en général avec un délai de 3 semaines. Donc c'est assez rapide. Quant à ce qui est de la préservation, tout est conservé dans des chambres froides à 4 degrés. Toutes les surfaces sont recouvertes de plastique, enfin sont maintenant même dans des systèmes de plastique étanche. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'oxydation, hein, bien sûr. Et tout ce qui représente il y a un certain nombre d'éléments ou de phases qui ne sont pas préservées, hein. Alors ça concerne en premier lieu les eaux de porosité, donc ce que sont les eaux de formation de ces sédiments. Et ça, c'est une des choses très importantes qui est faite à bord du bateau, c'est-à-dire qu'à bord du bateau, un certain nombre de segments sont prélevés, compressés pour récupérer les eaux de porosité avant qu'elles ne puissent être transformées. Elles sont même analysées pour un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme fragiles, en particulier le CO2, etc. D'autres domaines restent très fragiles. Alors c'est tout ce qui a trait maintenant à la biosphère profonde, hein. Depuis une dizaine d'années, le programme IEDP s'intéresse de très près à la biosphère profonde. Il faut savoir que la biosphère profonde représente pratiquement autant de biomasse que ce qu'il y a à la surface de la Terre. Donc, il y a des carottes qui sont prélevées spécifiquement et traitées en chambre stérile, spécifiquement pour l'étude de la biosphère profonde, qui vont être conservées dans l'azote liquide, etc. Alors, il y en a peu, hein, sur un forage comme sur une campagne comme cela. Il y a dû avoir une dizaine de mètres tout au plus qui ont été préservés. Mais il y a des campagnes qui sont beaucoup plus orientées sur la biosphère profonde, où la totalité sera préservée. Et puis, il y a un certain nombre de minéraux, les sulfures, les oxydes de fer, qui vont évoluer avec le temps, hein, et donc qui ne pourront pas être étudiés. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas préserver réellement parce que ça coûterait tellement cher de les préserver qu'on n'y arriverait pas. Mais pour le reste, c'est pas mal. Voilà. Oui. Oui, alors la question porte sur la problématique, disons, du transfert de sable au niveau du Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est une zone tectonique extrêmement active qui est à la jonction de deux zones de subsidence, la zone de subsidence himalayenne et la zone de subsidence de l'arc indo-birman. Donc il y a ces deux zones où la croûte continentale passe en subsidence. Et donc, c'est la zone du Bangladesh, dont la tectonique n'est pas encore très bien pigée, est en subsidence continue, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce très rapidement. Et la subsistance d'un delta, c'est le cas de beaucoup de deltas, hein, ne dépend que de la quantité de sédiments qui est accumulée dans ce delta. Et en particulier, ce qui se dépose, c'est les sédiments sableux. Les sédiments plus fins sont exportés plus loin. Donc, une des questions importantes vis-à-vis du Bangladesh, c'est effectivement de savoir quelle quantité de sable peuvent s'accumuler ou quelle quantité de sable est exportée au niveau du delta et du delta sous-marin. Et pour le moment, c'est des processus qui ne sont pas très bien compris. Et une des informations intéressantes de ces forages à grande profondeur, c'est d'identifier, c'était seulement de reconnaître qu'il y avait en fait une proportion très importante de sable qui était exportée vers le cône du Bengale et donc qui échappe à la séquestration sur le continent. Et pour le moment, on sait relativement bien dire quelle quantité de sédiments passe au Bangladesh, un petit peu en amont du delta, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe en aval.
On observe avec les photos satellites qu'il y a des îles qui apparaissent, des îles qui disparaissent. On commence tout juste à avoir des mesures GPS qui permettent de mesurer la vitesse de subsidence ou d'évaluer la vitesse de subsidence. Mais tout ça reste très qualitatif pour le moment. Et il y a besoin de mieux comprendre ces processus de transport et de transfert. En particulier, les travaux des Nations Unies dans les années 80 ont permis de limiter les épisodes de crues et d'inondations, ce qui est très bien pour la population. Mais ça s'est fait au prix de canalisation des grandes rivières qui facilite le transfert du sable vers la zone de delta sous-marin. À ce moment-là, ça ne facilite pas la préservation des terres émergées. Tout ça dans un contexte de remontée du niveau marin à l'heure actuelle. Autre question ? Oui ? Alors, ouais, j'ai dû passer un peu rapidement. Non, on ne le verra pas. Alors, ces corps jaunes, ce sont les traces des systèmes de chenaux levés. Donc, vous avez la trace du chenal et puis les levées accumulées de part et d'autre du chenal. Donc, c'est typiquement le dépôt-centre qui a eu lieu à ce niveau-là. Donc, vous avez en fait deux types de dépôts principaux dans le cône du Bengale. C'est ces grands systèmes de chenaux levés et puis des dépôts interlevés qui se révèlent être pour la plupart des lobes sableux. Voilà. Autre question ? Non ? Eh bien, si c'est bon, eh bien, merci encore de votre attention et puis